Bien, donc on continue sur les comportements de filtre. Donc, est-ce que j'avais défini en fait proprement, c'était qu'un comportement, j'en avais parlé tout à la fin, mais est-ce que j'ai écrit? C'est ça, mais j'ai pas, j'avais dit quelque chose, je m'en souviens, mais je suis pas sûr que j'ai écrit. D'accord, bah je vais l'écrire alors. Donc en fait, donc un comportement est alors est alors l'association, l'utilisation plus exactement, d'un filtre et d'un signal d'entrée particulier. Donc d'une certaine façon, un filtre passe-bas ne se comporte pas toujours comme un passe-bas si vous ne mettez pas la bonne entrée. En particulier, si vous mettez que des composantes qui sont au-dessus de la pulsation de coupure, bah, il n'y a rien qui passe. Et donc, ce n'est pas vraiment un passe-bas. Là, on est en train un peu de chipoter sur la différence entre comportement et non du filtre. Mais pour la suite, c'est important parce qu'en fait, vous allez avoir besoin de trois nouveaux comportements qui vont en fait sortir sur les filtres, en particulier les passe-bas et les deux filtres d'ordre 1. D'accord. Enfin voilà, on va regarder ce qui se passe. D'accord. Alors on est parti maintenant sur la suite. Considérons alors un signal d'entrée sinusoïdale. Donc là, je reviens sur un signal à une seule composante, d'accord, dans le spectre, d'accord, donc je vais l'appeler tout simplement E de t est égal à E cosinus de oméga t. Comme d'habitude, je ne me préoccupe pas de la phase, enfin, en tout cas je la mets nulle. Donc ça, c'est un truc que vous avez remarqué dans les exercices. Très souvent, il n'y a pas de phase dans le générateur parce qu'il y a toujours un signal où vous pouvez fixer l'origine des temps de telle sorte que sa phase soit nulle. Après, les autres, bien sûr, vont être calculés. Et vous avez ça. Un signal d'entrée sinusoïdale comme ça, et un filtre présentant une pente à plus 20 dB par décade autour de oméga. Alors là, vous voyez que vous avez un gros raccourci, vous avez quasiment l'intégralité du cours sur le filtrage dans cette phrase. Vous avez un signal sinusoïdal, je vous parle d'un filtre, il y a une pente à plus 20 dB par décade, donc là on parle de diagramme de Bode, d'accord, dans ces histoires-là. Si j'essaye de représenter ça, ça signifie donc que grosso modo, mon gain en décibels, mon gain en décibels, c'est ici, en fonction de oméga, ça vous montre que vous aurez quelque part une pente comme ça, à plus 20 dB par décade, on ne sait pas trop ce qui se passe ailleurs, d'accord. Et que oméga, le oméga que j'utilise là, se trouve par là, d'accord, mon oméga d'entrée. On est d'accord là-dessus? Voilà l'idée. Quels filtres peuvent présenter ce genre de choses dans les 5 que vous connaissez? Maintenant vous en connaissez 5, hein? Ouais. Le passe haut de quel ordre? Non, d'ordre 2, c'est pas plus 20. D'ordre 1, et effectivement le passe-bande d'ordre 2 en dessous de oméga 0 pour le deuxième et d'oméga c pour le premier. Faites attention, le passe haut d'ordre 2 a une pente à plus 40 dB par décade. D'accord. Donc il va faire ça deux fois. Voilà. Alors, on est d'accord que ceci, en fait, ceci correspond au fait que le module de h bar va être équivalent à quoi? Donc c'est là où on va... excusez-moi, justement, le bordel. Alors c'est là où on va avoir, c'est tout le redéroulage dans l'autre sens. Si vous avez une pente à plus 20 dB par décade, ça signifie en fait que ça correspond à une puissance de oméga qui vont combien? Ouais. Une, d'accord. Donc grosso modo, ça signifie que h bar, j'ai dit la barre sur le module h bar va être équivalent à oméga et multiplié par éventuellement quelque chose, d'accord. On ne sait pas trop. Okay, un truc que je vais appeler pour l'instant grand.
est d'accord là-dessus? C'est ça que ça veut dire que vous avez une pente à plus 20 dB par décade. Si vous prenez 20 log de ça, vous voyez que j'ai trouvé 20 log de A plus 20 log de oméga. C'est clair ça, ce retour en arrière? Voilà. Et donc, le H bar va probablement être équivalent à quelque chose que je vais appeler H0 ou H quelque chose, je sais pas comment appeler ça. Moi, je vais l'appeler grand A aussi, voilà, on s'en fout. Multiplié par J oméga. Alors ça, c'est un truc structurel fort. Il s'avère que les oméga dans les fonctions de transfert, si vous avez fait des exos ce week-end et si vous avez fait votre DM, vous voyez qu'en fait, les oméga, ils ne peuvent pas de n'importe où, en fait. Les oméga, ils viennent toujours avec un petit J qui va avec. On est d'accord là-dessus? Voilà. Et donc, en gros, si vous avez un module de H bar qui est équivalent à oméga, c'est que probablement, en fait, votre fonction de transfert est équivalente à un truc multiplié par J oméga. Je fais plein de tricheries sur le fait que ici, A, ça va être sa valeur absolue, et en fait, là, ça peut être un truc négatif, d'accord? C'est juste pour vous faire sentir comment ça se passe, ok? Donc, le formalisme est un peu flou dans cette histoire, c'est pas très important, d'accord? Donc, on peut écrire que S bar est égal à J oméga fois A fois E bar. Donc là, c'est pareil, je vais vite, mais exprès. H bar, je vous rappelle que c'est SM bar sur EM bar. Ceci me permet d'écrire que SM bar est égal à HJ oméga EM bar. Et si je multiplie de chaque côté par exponentielle J oméga T, je peux me ramener à S bar et à E bar. D'accord? Donc ça, c'est la magie du fait que H bar peut être soit le rapport des amplitudes complexes, soit le rapport des représentations complexes. Je vous fais réviser l'intégralité du chapitre d'un coup, là. Vous êtes en train de tout dézoomer. J'espère que vous avez bossé ce week-end sur votre chapitre, parce que là, pour le coup, c'est hyper utile ce que je suis en train de faire. Pour celles et ceux parmi vous qui n'ont pas pris la peine d'apprendre leur cours, bah tant pis, vous avez passé une heure peu fructueuse, mais c'est pas grave. Voilà. À un moment donné, comme on dit chez moi, jigojitoku, et puis terminé. Jigojitoku. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si vous enlevez le A de cette histoire, ça vous raconte quoi si je veux passer en formalisme réel? Ouais. Que S, effectivement, est la dérivée de E. D'accord? Et donc, à un facteur, bien sûr, multiplicatif A près, qui va porter par ailleurs les dimensions qui vont bien pour que ça se passe bien. Vous voyez que A est forcément dimensionné, c'est forcément un temps dans cette histoire pour que ça marche. D'accord? Donc, on a que S de t est égal à A fois la dérivée de E par rapport au temps de t. Et ça, c'est votre premier comportement à connaître. Un filtre, enfin un signal à oméga qui traverse un filtre avec une pente à plus 20 dB par décade autour de oméga va être dérivé. D'accord? Un facteur multiplicatif près. Autrement dit, l'ensemble filtre plus ce signal d'entrée à la bonne composante, ça s'appelle un dérivateur. C'est ce qu'on appelle un comportement en dérivateur. D'accord? Donc on est parti. Un filtre et un signal d'entrée. Ou plutôt un filtre soumis à un signal d'entrée à oméga, tel que oméga soit dans une pente à plus 20 dB par décade, se comporte comme un dérivateur. Autrement dit, S de t est proportionnel à la dérivée de E de t par rapport au temps. Oui. Donc ça veut dire qu'en fonction de la valeur de oméga, s'il sort de cette pente, ça ne sera plus un dérivateur. Donc typiquement, si vous avez un filtre passe O d'ordre 1, d'accord? Si vous êtes en dessous de oméga c, enfin si vous injectez un signal sinusoïdal avec une pulsation bien inférieure à oméga c, le fil va se comporter comme un dérivateur. Si par contre oméga est plus grand que oméga c, le fil ne se comportera plus comme un dérivateur. Il se comportera comme un multiplicateur par une constante simple. Ouais. C'est proportionnel à
Je l'ai utilisé souvent, non, ce signal-là? Ce alpha à la patte cassée. Bon, vous dites pas que j'ai pas utilisé. D'accord, ok, bah c'est la première fois. D'accord, bah voilà. Bah, il faut bien un début à tout, quoi. Ça s'appelle proportionnel. Ah, ce alpha à la patte cassée, là. D'accord, on va prendre un alpha et vous faites casser la cheville. Ça fait un proportionnel A. C'est juste pour pas me travailler le A, enfin voilà. D'accord là-dessus? Donc autrement dit, si vous avez par exemple un signal d'entrée qui est en cosinus oméga t, vous aurez un signal de sortie qui sera en moins sinus oméga t, ou en cosinus oméga t plus pi sur 2, puisque je vous rappelle qu'une dérivation, ça correspond à ajouter une phase de pi sur 2 dans cette histoire. Vous voyez comment ça marche ce comportement? Donc on ne peut pas appeler ce filtre. Alors bien sûr, si vous avez un filtre avec une pente à plus d'un dB par décade sur tout R, ça sera un dérivateur parfait, mais ceci n'existe pas. Tout simplement parce que quand oméga tend vers plus l'infini, ça ferait une amplitude qui tend vers plus l'infini. D'accord? Donc en général, vous avez une partie du filtre où ça se comporte comme un dérivateur et une autre partie où ça se comporte autrement. D'accord? Donc effectivement, les deux filtres, vous pouvez avoir un dérivateur. Exemple, donc vous avez le passe haut d'ordre 1 pour oméga assez petit devant oméga c. Et vous avez le passe-bande d'ordre 2 pour oméga très petit devant oméga 0. Ce sont les deux filtres qui sont susceptibles d'avoir un comportement en dérivateur. Vous avez fait la place en ici ou pas encore? Bah, vous connaissez le dérivateur? C'est fois P, on est d'accord? Bah, c'est fois P quoi. P c'est J oméga quoi qu'il arrive tout le temps. Donc en fait, ça, vous l'avez déjà vu. Voilà, c'est un dérivateur. Sans problème là-dessus. On est d'accord? Bon, bah, une fois qu'on en est là, vous avez. Alors, il y a trois comportements à regarder. Si vous avez regardé les questions de cours, vous avez déjà croisé. Là, vous pouvez deviner le suivant. C'est l'intégrateur, effectivement. Alors, en fait, si vous avez vraiment pigé, vous pouvez prendre 30 secondes pour essayer de deviner toute la suite, en fait. Ça va être quoi un intégrateur? Ouais. Pourquoi un oméga carré? Ben, oméga carré, c'est pas une intégration. Ça serait une double dérivation, pour plus exactement. D'accord? Ouais. Ça va, du coup, on va avoir E sur E bar sur J oméga pour. Ouais, sur J oméga, donc au niveau du diagramme de Bode, je vais devoir avoir quoi comme caractéristique? Une pente effectivement de moins 20 dB par décade. Si vous avez une pente à moins. Si je reprends tout le raisonnement ici, une pente à moins 20 dB par décade nous mettrait ici en oméga puissance moins 1. Donc ce sera probablement A sur J oméga. Donc ce sera E sur J oméga. Et ça correspond bien à une primitivation dans cette histoire. On est d'accord là-dessus? Donc voilà, c'est pas extrêmement compliqué. Donc, je vais aller un tout petit peu plus vite parce que vous avez compris la logique. Mais, alors, on voit de la même façon que si un filtre présente une pente à moins 20 dB par décade, autour de oméga. Alors je dis autour d'oméga, en fait, théoriquement, c'est en toute rigueur, c'est en oméga, il n'y a pas de problème, mais sauf que c'est. Donc ça signifie que votre diagramme de Bode, il va avoir cette tronche-là. Le numéro est là. Une pente à moins 20 dB par décade ici. Et votre oméga, il est là, quoi. Voilà. Il est dans la zone où vous avez moins 20 dB par décade. Eh bien, on va aller plus loin. Alors, ça signifie que H bar... Alors, maintenant, je vais vous apprendre à utiliser proportionnel, d'accord? Ça signifie donc que H bar est proportionnel à quoi? Ça, je vire le A. Alors, déjà, on va faire le module de H bar, proportionnel à quoi? À oméga puissance moins 1, d'accord? Je fais exprès pour le moins 1 pour vous rappeler d'où vient le moins 20 dB par décade. Et donc, que H bar est proportionnel à 1 sur J oméga selon toute probabilité, puisque comme d'habitude, les oméga se baladent pas tout seul. Oui. Proportionnel A, c'est comme si j'écris égal à
fois oméga en fait. Enfin A sur oméga. D'accord? C'est ça que ça. On est d'accord que dire proportionnel A, c'est comme si je dis il existe une constante telle que ça égale à ça. D'accord? C'est juste pour vous habituer à manipuler le signal proportionnel. Je pensais qu'on l'avait déjà croisé. Mais comme ça, au moins, ça vous fera le plus grand bien de voir ça. Et donc finalement, si je vais assez vite, ça vous raconte que donc S de t est proportionnel à une primitive selon t de E de t. Et donc finalement, je vais pouvoir refaire exactement le même théorème. Un filtre soumis à un signal d'entrée de pulsation oméga, je vais l'écrire. Un filtre soumis à un signal d'entrée de pulsation oméga, tel que oméga soit dans une zone. Je ne sais pas si je l'ai écrit comme ça, j'ai écrit quoi tout à l'heure? Soit dans une pente, c'est ça que j'ai écrit. À moins 20 dB par décade se comporte comme un intégrateur. D'accord? Autrement dit, S de t est proportionnel à une primitive selon t de E de t dt. Petit tour de passe-passe final grâce à la craie et la polarité du tableau, c'était magique. Ouais, c'est écrit tel que l'oméga suit. Soit dans une pente à moins 20 dB par décade, c'est la même phrase que le paragraphe, enfin le cas précédent. Qu'est-ce qu'on a comme exemple de filtres qui vont pouvoir se comporter comme intégrateurs? Oui. Passe-bas d'ordre 1. Effectivement, comme exemple, on a le passe-bas d'ordre 1 pour oméga comment? Plus grand que oméga c. Effectivement, pour oméga très grande devant oméga c, vous voyez à haute fréquence, d'accord. Et vous avez le passe-band d'ordre 2 pour oméga très grand devant oméga 0. Alors, si vous voulez ensuite broder, vous voyez par exemple que si vous prenez un passe-bas d'ordre 2, vous aurez une partie, donc le passe-bas c'est comme ça, avec une pente à moins 40 dB par décade, vous aurez une partie double intégration. D'accord? Voilà. Au contraire, si vous prenez un passe haut d'ordre 2, vous aurez une partie double dérivation. Alors ça a l'air con comme ça, mais ça vous raconte plein de trucs. En particulier sur alors, la dérivation, c'est relativement pénible, parce que, surtout si vous avez des signaux non sinusoïdaux, parce qu'en fait, vous savez qu'au bout d'un certain temps, les harmoniques vont arriver en haute fréquence, et donc ça ne va plus marcher. D'accord? Donc vous aurez des déformations, soit très bas. Par contre, l'intégration, ça marche très très bien. En particulier, par exemple, imaginez que vous preniez un signal créneau, dont la pulsation est ici. Vous voyez que toutes ces harmoniques vont être bien dans la partie à moins 20 dB par décade, donc votre signal créneau, il va être intégré. Alors maintenant, on peut imaginer, d'accord? Donc ça, c'est un peu hors programme, on verra surtout ça l'année prochaine. Mais imaginez un signal créneau, comme ça. D'accord? Qui fait par exemple plus E et moins E. C'est quoi une primitive de ça? C'est quoi les primitives de constante? C'est des fonctions affines, on est d'accord? Comment on fabrique un signal triangulaire? Eh bien, c'est pas dur, on prend un signal créneau et on passe par un intégrateur. Vous pouvez même faire un signal sinusoïdal dégueulasse en réintégrant ça et en ayant une espèce de fonction qui sera en fait des paraboles. D'accord? Alors, c'est pas un signal sinusoïdal, c'est un peu trop rond, d'accord, dans cette histoire-là, mais ça commence à ressembler à un truc un peu arrondi. D'accord? Alors, bien sûr, ça ne marche pas pour un signal sinusoïdal, après, il faut filtrer pour enlever toutes les composantes, ça marche beaucoup plus facilement. Mais voilà ce qui se passe, d'accord? Donc ça, vous verrez ça en TP, vous pouvez littéralement fabriquer un signal triangulaire en prenant un signal créneau et en l'intégrant. D'accord? Voilà. Si vous prenez un signal triangulaire et que vous le dérivez, vous avez un problème, c'est que les composantes élevées du signal créneau, eux, ne seront pas dérivées, puisque vous aurez des filtres comme ça. Donc il restera des résidus, en particulier il restera des petits arrondis en haut du signal créneau, des petits sauts comme ça, qui correspondent aux hautes fréquences que vous n'avez pas réussi à traiter. C'est comme ça qu'on fabrique des choses. On est d'accord sur ces comportements-là? Voilà.
Alors, il nous reste un dernier comportement à voir, c'est le tout dernier. Et ce comportement porte un nom, s'appelle le moyenneur. Alors, le moyenneur, comme son nom l'indique, c'est un filtre qui sort la valeur moyenne du signal en entrée. Alors déjà, pour qu'un moyenneur ait un intérêt quelconque, il faut bien entendu que vous n'ayez pas un signal sinusoïdal, parce qu'un signal sinusoïdal, par définition, la moyenne vaut 0. Alors bien sûr, ça marchera aussi, mais ce n'est pas dans ce genre de cas qui nous intéresse. Donc en fait, déjà, un moyenneur, il faut qu'il soit soumis, c'est pour ça qu'on parle encore une fois d'un comportement, il faut qu'il soit soumis à un signal auquel on rajoute une composante continue, une valeur moyenne. D'accord ? Ce signal, par contre, peut être n'importe quoi, il n'est pas forcément obligatoirement sinusoïdal, mais si vous voulez en extraire la valeur moyenne, il est impératif que vous enleviez toute la partie variable. D'accord ? On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Soit enfin, un signal d'entrée que je vais appeler E de t. Et E de t, je vais le noter comme ça. E0 plus un signal que je vais appeler E' de t. D'accord ? Avec E' de t de pulsation oméga. Alors la conséquence, est-ce que vous êtes toutes et tous d'accord que donc E' de t n'est pas forcément sinusoïdal, donc il peut avoir plein de composantes. Par contre, toutes ces composantes ont des pulsations qui sont comment par rapport à oméga ? Vous vous souvenez d'un signal périodique ? C'est les harmoniques, donc elles sont plus grandes que oméga. On est d'accord ? De pulsation oméga. Donc autrement dit, le spectre de E' ne contient que des pulsations supérieures ou égales à oméga. On est d'accord là-dessus ? Oui. Si, c'est un signal périodique, elles sont non seulement supérieures ou égales, mais en plus elles sont effectivement multiples entières de oméga. J'ai pas besoin de ce théorème-là, donc je fais le truc minimal. Mais effectivement, si c'est un signal sinusoïdal, c'est aussi proportionnel à oméga. Enfin, c'est des multiples entiers de oméga. Mais, a fortiori, ça veut dire qu'elles sont supérieures ou égales à oméga. Voilà. On est d'accord là-dessus ? Et on injecte ce signal d'entrée dans un passe-bas, de telle sorte que oméga 0, ou oméga c, plus exactement oméga c là en l'occurrence, dans un passe-bas tel que oméga c, soit bien inférieur à oméga. On est d'accord ? Donc, on injecte ce signal dans un passe-bas tel que oméga c soit très petit, pardon, je dis n'importe quoi, devant oméga. Alors, je vais faire un dessin. Le diagramme de vote correspondant. Un passe-bas, c'est à quelle tronche ? D'accord, c'est schlac, hein, d'accord. Voilà, donc j'ai une grande partie horizontale comme ça, qui n'est pas forcément à 0 par ailleurs. Et vous avez ici le truc qui descend, d'accord. Et oméga c est dans cette zone-là. Je rappelle que oméga c vaut exactement l'intersection des asymptotes pour le passe-bas d'ordre 1, mais ce n'est pas le cas pour le passe-bas d'ordre 2, où ça va dépendre de Q. D'accord, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que grosso modo, oméga c est par là. Alors, maintenant, on va regarder les composantes de E, pas de E'. Dans le spectre de E, qu'est-ce qu'il y a comme fréquence ? Oui. Des fréquences supérieures ou égales à oméga. Alors, il y a bien sûr celle-là, en fait tout le spectre de E', mais il y en a une de plus. Dernière question de cours de votre planche sur le régime continu, où il y avait écrit « à réfléchir pour plus tard ». Vous vous souvenez de celle-là ? À quelle fréquence correspond un régime continu ? À lui-même, c'est pas homogène comme réponse. D'accord ? Voilà. Ouais. Ça correspond effectivement à une fréquence nulle. Donc autrement dit, le spectre de E contient toutes les fréquences plein de fréquences supérieures à oméga, et aussi la fréquence nulle. Fréquence nulle qui correspond à quoi dans cette expression-là ?
à E0. On est d'accord là-dessus? Et ça, ce que ça vous raconte, c'est que E0 va être transmise, parce qu'il est à basse fréquence, forcément il est à fréquence nulle, donc il est à fortiori à basse fréquence. Par contre, toutes les autres fréquences vont être filtrées. D'accord? Donc ça, c'est le comportement en passe-bas qui va s'exprimer naturellement, sans aucune forme de problème. On a alors donc E0 est dans la partie oméga très petit devant oméga c. C'est normal, ça correspond à oméga égale 0. D'accord? Donc là, il n'y a pas de problème, c'est vraiment à l'autre bout du diagramme de Bode. D'accord? Et tout E' est dans la partie oméga très grand devant oméga c. Si vous avez compris le filtrage, ça vous raconte que grosso modo, en sortie, toute cette partie-là va être négligeable devant cette partie-là. Et donc en fait, on a donc S de t. On a donc S de t qui va être proportionnel à E0. On ne sait pas quel est le facteur de proportionnalité, il est essentiellement lié à ce truc-là, d'accord? Plus exactement, si vous voulez l'écrire, S de t, ça va tout simplement être égal à E0 que multiplie H0. Si vous vous souvenez des formes canoniques. D'accord? Voilà. Ça va être ça l'idée. Et vous voyez que ça va être une constante. D'accord? Tout simplement parce qu'on est à fréquence nulle. Donc il n'y a pas de problème dans cette histoire. Et donc, en fait, et c'est ça le truc important, donc, et c'est ça le théorème, si vous avez un signal dont la pulsation, et si vous, si vous injectez un signal dans un filtre passe-bas, tel que la pulsation du signal soit très grande devant oméga coupure, alors en sortie, vous aurez quelque chose qui est proportionnel à sa valeur moyenne. Puisque la valeur moyenne ici, c'est E0. Autrement dit, ce filtre se comporte comme un moyennaire. D'accord là-dessus? Voilà. Donc je vais l'écrire comme ça. Donc, c'est parti. Un filtre passe-bas. Un filtre passe-bas soumis à un signal de pulsation oméga, tel que oméga est très grand devant oméga c, se comporte comme un moyenneur. Autrement dit, S de t va être proportionnel à la valeur moyenne du signal d'entrée. Si cette valeur moyenne d'entrée est nulle, voilà. On est d'accord sur l'idée? Voilà vos trois comportements de filtre dans cette histoire que vous êtes censé regarder. On est au clair là-dessus, sur ce chapitre-là? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer... Donc, je vous ai envoyé un mail ce matin, vous avez vu? Voilà, vous ne m'avez pas aimé, mais c'est pas grave, voilà, moi j'ai pensé à vous. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Je vous enverrai un mail tout à l'heure, en fait, pour que vous commenciez à jouer. J'ai fait une simulation numérique en Python, où vous pouvez simuler l'intégralité des filtres avec plein de signaux à 2 composantes, ou même à n composantes. Donc comme ça, donc vous avez des exercices dans la planche d'exo qui vous font jouer avec ça. D'accord? Je vais vous en donner un peu plus, non pas les exercices, mais les trucs sur lesquels jouer, faire ça, changer ça, regarder ça, etc., pour que vous exploriez vous-même, chez vous, la façon dont les filtres se comportent sur les divers signaux. Okay? Donc c'est juste une boîte noire, hein, vous appuyez sur le bouton et ça marche, ça vous fait des beaux graphiques, il y en a partout, etc. Je vais vous montrer sur un exemple comment ça fonctionne, histoire que vous voyez comment ça tourne. Donc il faut juste que je vous projette tout ça, donc que je me branche. Mais vous allez voir que c'est pas extrêmement compliqué. Globalement, ça fonctionne. Voilà, juste vous me donnez 2 minutes pour me brancher. Le truc est ouvert, il va falloir que je fasse ça. Alors est-ce que je le vois déjà? Parce qu'il y a marqué Python, mais ça, voilà. Bon ok, je vais plutôt le faire
Je regarde juste si j'arrive à voir les choses sur la vidéo, histoire que vous puissiez le retrouver. Piso. Ouais, bah c'est bon. Tu me le mets là, c'est gentil. Voilà. Ça c'est le premier. Et le deuxième, je sais pas où il est. Voilà, bon, celui-là je l'enlève pour l'instant. Voilà. Je t'écoute, Samy. Là, vous dites que on a E0 quand oméga est très petit devant oméga C. Bah, E0 c'est une composante continue, donc ça correspond à oméga égale 0. Donc on est d'accord que oméga égale 0 c'est très petit devant oméga C. Du coup, on a S de t est égal à H0 fois E0 Ouais. quand oméga est très petit devant. Non, c'est pas qu'oméga égale 0, c'est comme ça, point barre. Il n'y a pas de quand oméga. C'est parce que ça c'est vraiment le truc hyper important. Il n'y a plus de quand oméga tend vers 0. C'est maintenant, dans votre signal d'entrée, il y a un certain nombre de oméga. Et pour chaque oméga, vous avez un comportement de filtre. Pour chaque composante. C'est ça le truc le plus dur à comprendre. C'est l'ultime, c'est le x, y, z là, d'accord? C'est vraiment la fin. C'est dire que maintenant, il n'y a plus de quand oméga tend vers 0. Maintenant, vous avez un vrai signal d'entrée. Le signal d'entrée, il a un spectre qui peut être plus ou moins compliqué. Et pour chaque oméga, vous avez un comportement différent. Et vous additionnez ces comportements différents tout à la fin. C'est ça le gros truc du filtrage. D'accord? Mais c'est ce qu'on va voir maintenant. Hein. Je fais ça sans problème. Voilà. Donc je rallume ça. Je fais ça. Histoire que vous voyez un peu comment que ça se passe. Voilà. Alors, vous voyez strictement rien. Je vais éteindre les lumières pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Donc, c'est un gigantesque programme Python avec énormément de choses. Je vais zoomer un peu. J'arrive. Je fais du contrôle plus là. Voilà. Donc, ça, c'est un programme un peu à l'arrache. D'accord? J'ai fait ça il y a quelques temps. Donc, en gros, vous avez plein de filtres. D2, N bas, N bande 2, NO2, d'accord, voilà. C'est tous les filtres, c'est les numérateurs en fait pour ça. D'accord. Et en fait, mes filtres, ça ferait numérateur sur le dénominateur qui va bien. Okay. Donc il y a plein de définitions et surtout, en fait, vous touchez à rien. D'accord. Et ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se passe en fait en bas. D'accord. Il y a marqué ne rien modifier avant cette ligne. C'est écrit là, donc ne le faites pas. Donc d'accord, Kenneth, on n'invente pas le truc, on ne met pas toute la machinerie dans le tas. Enfin, voilà, d'accord, voilà. Donc ici, vous décidez du oméga 0 du filtre, du H0, du facteur de qualité, et vous choisissez le filtre qui vous intéresse. Ici, en l'occurrence, j'ai pris un passband d'ordre 2. Vous pouvez faire tout simplement H bas 2. Voilà, c'est pas extrêmement compliqué à comprendre comment ça fonctionne. Et ce que je vais faire, c'est que en fait, X, c'est le ratio oméga sur oméga 0. Et donc, en fait, vous pouvez trouver deux fréquences. Donc là, par exemple, j'ai fait un truc relativement simple. J'ai pris oméga 0 qui vaut 15 000, oméga qui vaut 2000, d'accord, dans cette histoire. Et alors, je sais pas ce que je fais là-dedans. Ah oui, c'est d'accord, j'ai un oméga, ça je m'en fous un peu. Donc là, par exemple, je vais mettre ici oméga 0 sur 10, d'accord, comme premier filtre. Donc ça, c'est mes paramètres d'entrée. Et oméga 0 fois 10. Donc là, ce que je fais, c'est que ce que ça veut dire, ce truc-là, c'est que grosso modo, mon entrée a deux composantes, c'est une liste, d'accord, qui a une pulsation qui vaut oméga 0 sur 10, une amplitude qui vaut 1 et une phase qui vaut 0. Deuxième composante, la pulsation vaut oméga 0 fois 10, son amplitude vaut 1 et son déphasage vaut 0. D'accord? Donc vous pouvez rajouter toutes les composantes que vous voulez, etc., etc. Ça marche relativement bien. Et vous avez une magnifique fonction qui s'appelle montre résultat, d'accord, qui prend tout ça. D'accord? Voilà. Donc je fais un petit CTRL E, et donc si vous faites un CTRL E, vous avez un graphique qui apparaît avec un... Vous voyez pas le graphique, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Moi je l'ai. Alors je vais juste le choisir, il doit être ici je pense. Non, vous l'avez pas. C'est pas ultra simple la façon, parce qu'en fait il aime pas trop les... Attendez, je regarde s'il existe. Non, vous ne le voyez toujours pas. T'es pas gentil avec moi. Il n'est pas gentil. Attendez, je vais essayer d'ajouter une fenêtre. Non, c'est parce que la façon dont les fenêtres sont gérées par Python et OBS, ça se passe pas hyper bien. Capture de fenêtre, est-ce que j'ai quelque chose? Je regarde hein, si j'arrive à trouver un truc intelligent. Ouais, je l'ai. C'est bon. Ok. Super. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça marche. D'accord. Donc vous avez sur ce graphique sur cette image 6 graphiques différents. Les graphiques partagent la même abscisse, le même axe des abscisses en colonne. D'accord. Donc autrement dit, alors je vais essayer de pas trop faire de bêtises. Voilà. Ces trois, je touche à rien. Ces trois graphiques-là ont la même abscisse, le même axe des abscisses, et ces trois graphiques-là ont le même axe des abscisses. Ici, vous avez ce qu'on pourra appeler l'espace des oméga, donc le diagramme de Bode et le spectre. Donc, ce que vous constatez ici, c'est qu'on a un magnifique passe-bas d'ordre 2
avec une très belle résonance au milieu. C'est normal, j'ai pris un Q je crois que j'avais pris 100, donc forcément ça aide pas. Vous avez un spectre ici, donc le spectre d'entrée, avec les deux composantes qui ont la même amplitude, puisque c'est ce que j'ai choisi. Et vous avez le spectre de sortie. Et là, vous voyez très nettement ce qui s'est passé. Le signal à basse fréquence a été intégralement transmis, alors que le spectre le truc à haute fréquence s'est pris une claque. D'accord ? Ici, vous avez le diagramme de Bode en phase, d'accord, en fréquence. Donc ça, c'est pas très, en général, c'est pas très intéressant. Ceci est le signal d'entrée, qui a une drôle de tronche, mais c'est normal. Vous avez un sinus avec une basse fréquence qui vous donne votre enveloppe. Et à l'intérieur, vous avez un sinus qui s'ajoute dessus. Donc, grosso modo, vous avez un truc qui varie entre moins 1 et plus 1 lentement. Et autour de ce point-là, vous avez un truc qui varie entre moins 1 et plus 1 de façon rapide. Autrement dit, vous avez un signal qui varie d'abord entre 0 et 2, puis qui va descendre entre moins 1 et 1, puis ensuite qui va osciller entre 0 et moins 2. D'accord ? C'est vraiment, vous pouvez vraiment le construire comme ça. Vous faites un cosinus, et à chaque point, vous ajoutez un cosinus qui vibre 100 fois plus rapidement. D'accord ? Donc, ça donne cette impression, par impression visuelle, d'une espèce de bande comme ça, un peu bizarre, mais c'est vraiment une courbe avec des oscillations très rapides. Qu'est-ce que vous avez en sortie ? C'est pas très compliqué, vous avez un magnifique signal sinusoïdal, pour une raison très très simple, c'est qu'en fait, dans votre spectre de sortie, il ne vous reste plus que la composante à basse fréquence. On est d'accord là-dessus ? Donc là, on peut continuer à faire un certain nombre de choses. Par exemple, ce que je peux faire, c'est que dans mon programme Python, au lieu de prendre la même chose avec un pass bas, je peux prendre tout simplement la même chose avec un pass haut. Est-ce que vous êtes capable de prévoir les résultats, à peu de choses près ? Oui. En fait, ça, je ne l'ai pas utilisé après. Il y a des fois, c'est pour faire les calculs, c'est plus rapide. C'est dans les paramètres qu'on met là, si on veut mettre plein de fréquences ou de machin chose, ça peut être assez facile, mais là, je ne les ai pas utilisés pour l'instant. Si je fais ça, super, ça sort tout seul, c'est magique, j'adore. Donc là, vous voyez que j'ai changé mon diagramme de Bode. Je retrouve un pass haut d'ordre 2 très symétrique, ça c'est normal, on l'a vu en cours, la même résonance. Votre spectre est là, en entrée, c'est le même, c'est normal, je n'y ai pas touché. Par contre, vous voyez que cette fois, votre spectre en sortie, c'est ça, d'accord ? On constate par ailleurs qu'on a le même signal d'entrée, mais par contre, votre signal de sortie, lui, en fait, est très oscillant, et on voit encore la petite trace, d'accord, de l'ondulation initiale, d'accord ? On ajoute un peu un truc qui monte et qui descend, ce qui montre que, grosso modo, pour les plus près de l'écran, on le voit, le petit pic là. Tout à l'heure, il était noyé, il était encore là, hein, d'accord, mais sauf qu'en fait, il faisait des petits zouzous sur le trait, donc on ne le voyait pas à l'œil. Là, par contre, comme on voit sur une quantité considérable de période, je rappelle que, théoriquement, la lueur de S, ça a une fréquence qui est beaucoup plus élevée que ça. C'est pour ça que ça a l'air tout colorié, en fait. C'est juste que le zoom n'est pas bon. Mais on voit encore un peu des petits problèmes, d'accord, dans cette histoire. Alors, on peut se poser la question de savoir comment on enlève ces problèmes-là. Il y a plusieurs façons de faire. Soit on augmenterait l'ordre du filtre pour avoir une pente encore plus brutale, soit, par exemple, chose qu'on peut immédiatement tester, et qui marche fort bien, c'est de prendre que la composante, au lieu d'être à 0,1 fois oméga, on va la prendre à oméga... Pourquoi j'ai pris oméga, moi ? Ah, mais parce que c'est pas oméga... j'aurais dû prendre oméga 0, c'est quoi cette histoire ? C'est pour ça que ça marche pas, mon histoire. Attendez, on la refait, là, pour voir, là. Raconte-moi la vie, là. Voilà, ça marche vachement mieux quand même. J'ai fait une faute de frappe. Voilà. Donc là, pour le coup, vous voyez que l'oscillation est beaucoup plus faible, d'accord ? C'est juste que j'avais pas pris 0,1 oméga 0, mais 0,1 oméga qui était un peu bizarrement décalé. On est d'accord là-dessus ? Donc là, vous voyez qu'on voit encore la petite oscillation, mais qu'il est tout à fait acceptable de considérer que mon signal de sortie est tout simplement une fonction sinusoïdale. Le truc calcule un peu tout seul l'échelle pour oméga, donc c'est un peu problématique quand il vous reste une fréquence très basse, parce que justement, il va avoir tendance à avoir une échelle un peu pas belle. Mais ça va vous permettre d'expérimenter pas mal de trucs, d'accord ? Donc pour révision, c'est pas forcément à faire pour demain, mais je vous enverrai Déjà, vous avez 3 exercices à la fin de votre section entraînement de la planche d'exo qui nécessitent de manipuler ce truc-là, mais vous pouvez en faire plein pour essayer de comprendre un peu comment tout cet aspect filtrage fonctionne. On est d'accord là-dessus ? Voilà, c'est tout. Hein. Donc voilà, hein, c'est vraiment cette idée que vous avez 2 composantes au départ, il y en a une qui dégage, et donc à l'arrivée, vous n'avez plus qu'un truc à une seule composante. C'est exactement tout ce qu'on a vu ici. On est d'accord là-dessus ? Voilà. J'arrête sur le cours d'électrocinétique. Félicitations à vous, vous avez survécu à l'électrocinétique. Voilà.